Il y a des crimes qui glacent le sang, et puis il y a ceux qui brisent quelque chose de plus profond. Ceux où le meurtrier ne se cache pas dans l'ombre, mais s'avance au premier rang, le visage trempé de larmes, devant un cercueil qu'il a lui-même condamné. Ce jour-là, l'église était silencieuse, les proches étaient effondrés, la ville retenait son souffle, et lui était là. Il pleurait plus fort que tous les autres, il serrait des mains, embrassait des épaules, consolait même ceux qu'il avait lui-même plongés dans le chagrin. Ce n'est que plus tard que la vérité est apparue, trop tard, bien trop tard, une histoire choquante, un lien de confiance brisé, une disparition tragique, et un coupable, présent depuis le début. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des crimes les plus troublants du Brésil. Si tu découvres cette chaîne, abonne-toi tout de suite, car chaque semaine nous levons le voile sur des affaires réelles, dérangeantes, intimes, humaines, et ensemble, on essaie de comprendre l'incompréhensible. Installe-toi, ouvre ton esprit, et prépare-toi à entendre une histoire que tu n'oublieras pas. Aline Dolny était le premier enfant de Luis Carlos et Irène. Elle avait également une petite sœur, et quand elle était encore enfant, le monde lui paraissait simple, presque doux. Mais ça, c'était avant de comprendre ce qui se tramait sous son propre toit. Mais en grandissant, elle a commencé à remarquer que quelque chose clochait au sein de sa famille. Ses parents se disputaient souvent. Ils ne levaient jamais la main sur leurs enfants, mais l'ambiance dans la maison en était irrémédiablement abîmée. Son père était un homme brutal, qui refusait qu'on lui dise non et exigeait une obéissance totale. Sa mère, Irène, a longtemps supporté cette situation pour le bien de ses filles. Elle espérait que la présence des enfants adoucirait ce tyran domestique, mais après la naissance du deuxième bébé, les choses n'ont fait qu'empirer. Irène faisait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir un lien avec ses filles et son mari, mais plus le temps passait, plus la situation devenait insupportable. Pendant que sa mère tentait d'apaiser un mari colérique, Aline, elle, rêvait d'une seule chose, devenir indépendante, libre, et enfin, maîtresse de sa propre vie. Aline a toujours été fascinée par le domaine médical. Elle rêvait de faire des études dans ce secteur et d'y bâtir une carrière. Une fois majeure, elle a obtenu brillamment son diplôme de fin d'études secondaires, ce qui lui a permis d'intégrer sans difficulté un collège de médecine. Mais les ambitions d'Aline allaient bien au-delà. Elle voulait gagner en expérience, se découvrir, trouver sa voie. En 2019, Aline travaillait déjà comme jeune thérapeute, une spécialiste au profil très prometteur. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à étudier et à travailler. À ce moment-là, elle avait 27 ans. Elle avait réussi à s'affirmer, à tracer sa route. Elle vivait avec sa famille à Piraquara, au Brésil. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une femme optimiste, charismatique, profondément investie dans son travail et très attachée à ses proches. Sa vie était pleine, en mouvement constant, et tout semblait lui sourire. Aline comptait bien continuer à faire évoluer sa carrière dans la voie qu'elle avait choisie. Elle avait passé tant d'années à se consacrer aux études, au travail, à aider les autres. Mais maintenant qu'elle avait trouvé sa vocation, elle s'autorisait aussi à construire sa vie personnelle. Elle s'est mise en couple, s'est mariée et espérait fonder une famille dans un avenir proche. Sa mère, Irène, a également réussi à surmonter les difficultés de sa vie, en grande partie causées par son mari. Le couple a fini par se séparer peu de temps avant les événements tragiques à venir. Irène vivait désormais avec sa fille cadette, encore mineure. Elle avait un bon emploi, une certaine stabilité, et ne craignait plus de devoir affronter l'avenir seule. Elle avait pris la décision de rompre définitivement avec Luis, afin de pouvoir enfin avancer. Luis a très mal vécu la séparation, mais Irène ne pouvait plus supporter la pression et l'agressivité permanente. Pendant ce temps, Aline a accumulé suffisamment d'expérience. Au fil des années, elle avait travaillé dans plusieurs établissements médicaux, apporté son aide à des patients en rééducation physique et psychologique et exercé son métier auprès de personnes âgées. Forte de ce parcours, la jeune femme a décroché un poste d'ergothérapeute dans une clinique de sa ville natale. À proximité de cette clinique se trouvait une prison, d'où l'on transférait régulièrement des détenus pour qu'ils reçoivent des soins. Aline les accompagnait pour leur permettre de retrouver un maximum d'autonomie dans leur quotidien et leur travail, en les aidant à rétablir des capacités perdues ou altérées,
indispensable à la gestion des tâches les plus simples de la vie de tous les jours. Elle était très inspirée par ce travail et y voyait un moyen concret de rendre le monde un peu meilleur. Le matin du 6 juin 2019, Aline est partie pour son service habituel. Elle a quitté la maison vers 6 heures, après avoir dit au revoir à son mari. Comme chaque jour, elle prenait le bus pour rejoindre le quartier où se trouvait la clinique. En arrivant au travail, elle appelait toujours son mari pour le prévenir qu'elle était bien arrivée. Mais cette fois-ci, aucun appel. Ne recevant rien, son mari a tenté de la joindre lui-même, mais son téléphone portable était éteint. Cela l'a surpris. Aline avait toujours son téléphone sur elle. Cependant, il ne s'est pas immédiatement inquiété. Il a supposé qu'elle avait peut-être beaucoup de travail et était simplement occupée. Il a rappelé vers midi, mais à nouveau, aucune réponse. Même durant sa pause déjeuner, aucune nouvelle. Cette fois, l'inquiétude a commencé à monter. La peur est véritablement apparue lorsque le supérieur d'Aline a appelé son mari. Il voulait savoir pourquoi elle n'était pas venue travailler du tout. Après cela, le mari a contacté les proches d'Aline, mais personne ne savait où elle se trouvait. Il a alors décidé de s'adresser aux forces de l'ordre. Quelques heures plus tard à peine, il a été convoqué par la police pour identifier le corps d'une femme non identifiée. Au fait, dans la journée, 2 adolescents qui rentraient de l'école étaient passés par un terrain vague, un lieu habituellement désert, situé près de la clinique en périphérie de la ville. En marchant le long d'un fossé, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. En s'approchant, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Au début, ils ont cru voir un mannequin abandonné. Mais très vite, la vérité s'est imposée. C'était un véritable corps humain. Les adolescents ont immédiatement alerté la police en rentrant chez eux. Les agents arrivés sur les lieux ont découvert le corps d'une jeune femme. La conclusion s'est imposée rapidement. Il s'agissait d'un meurtre. Elle présentait des traces évidentes de strangulation au niveau du cou, ainsi que plusieurs ecchymoses au visage. Les enquêteurs ont aussitôt remarqué que le corps avait été trouvé non loin de la clinique où travaillait Aline et tout près d'un établissement pénitentiaire. Leur première hypothèse fut donc celle d'une agression commise par un détenu. Mais après vérification, aucun prisonnier ne s'était évadé récemment. L'analyse minutieuse des caméras de surveillance n'a révélé aucun mouvement suspect. Personne n'avait quitté l'enceinte de la prison. Cette piste a donc été rapidement écartée. Une autre difficulté est apparue. Impossible d'identifier la victime. Elle n'avait aucun document sur elle, son sac à main avait disparu, tout comme son téléphone portable. Lorsque le mari d'Aline s'est présenté au commissariat et a expliqué que son épouse travaillait justement dans la clinique proche du lieu où le corps avait été retrouvé, les enquêteurs ont immédiatement envisagé qu'il pouvait s'agir de la disparue. Il a donc été invité à procéder à l'identification du corps. Il a reconnu sa femme sans la moindre hésitation. C'était elle, celle qui n'était jamais arrivée à son travail ce matin-là. Dès lors, les policiers ont longuement interrogé son mari. En reconstituant le déroulement des événements, ils ont réalisé qu'il était la dernière personne connue à l'avoir vue vivante. Cela faisait de lui un suspect potentiel et donc le premier sur la liste. Il a nié catégoriquement avoir pu lever la main sur sa femme. Leur couple vivait une relation heureuse, aimante, un fait confirmé par leurs proches, aussi bien du côté d'Aline que de son mari. Dans son entourage immédiat, personne ne semblait correspondre au profil d'un agresseur. Les détenus avec lesquels elle travaillait en clinique ont un temps été suspectés, mais aucune piste ne s'est confirmée. Au fur et à mesure que l'affaire s'est ébruitée, l'opinion publique a commencé à suivre de près les investigations. Des articles sur le meurtre de cette jeune femme médecin ont fleuri sur les sites d'information locaux, à la télévision, et jusque dans les colonnes des journaux. Peu à peu, l'affaire a dépassé les frontières locales et s'est retrouvée au cœur de l'actualité nationale brésilienne. Malgré les nombreux témoignages en sa faveur, le mari d'Aline est resté longtemps sur la liste des suspects. Selon ses déclarations, la matinée s'est déroulée comme d'habitude. Après le départ d'Aline pour le travail, il est lui-même parti pour sa propre journée de travail. Pour vérifier ses dires, les enquêteurs ont suivi ses déplacements à l'aide des caméras de surveillance. On y voit Aline sortir de chez elle, vivante, se dirigeant vers l'arrêt de bus. Malheureusement, toutes les zones du trajet n'étaient pas équipées de caméras, ce qui fait qu'on ne l'a pas vue attendre le bus ni y monter. Il était donc impossible de retracer avec certitude la suite de son trajet.
Le mari n'a pas été complètement rayé de la liste des suspects, mais son nom est passé en bas de la liste. Il était désormais considéré comme un meurtrier peu probable. Pour obtenir davantage d'informations, la police s'est tournée vers le public via les médias. Les chaînes de télévision locales et les journaux ont relayé l'affaire avec empressement. Mais, comme souvent, cela a ouvert la porte aux dérives. Aux faits avérés se sont mêlées des rumeurs. La désinformation s'est répandue, entretenue par des spéculations. Beaucoup avançaient qu'il s'agissait d'un féminicide, un sujet particulièrement sensible et médiatisé en Amérique latine, toujours source de débats passionnés. Le mari d'Aline s'est retrouvé sous le feu des critiques. Certains allaient même jusqu'à affirmer que c'était lui qui avait découvert le corps, ce qui renforçait leur soupçon qu'il était impliqué dans sa mort. La haine et les accusations qui se multipliaient sur Internet ont pris une telle ampleur qu'une conférence de presse a été organisée. Les enquêteurs y ont précisé que ce sont des passants, des habitants du quartier qui avaient alerté les autorités, et qu'aucun élément ne permettait de désigner le mari comme le meurtrier. À ce stade de l'enquête, il n'y avait aucun suspect solide. Après la diffusion de l'affaire à la télévision, le commissariat a commencé à recevoir des appels de citoyens souhaitant aider. Ces déclarations ont mené à plusieurs fausses pistes, mais un premier élément décisif a fini par émerger. Un homme habitant le quartier où le corps avait été retrouvé a appelé la police. Il a déclaré avoir vu une voiture rouge, une Renault Sandero, garée près du fossé où gisait le corps. D'après l'heure qu'il a indiquée, le véhicule était là tôt le matin, au moment probable des faits. Ce qui a retenu son attention, c'est qu'il n'avait jamais vu cette voiture auparavant dans le voisinage. De plus, le véhicule avait été stationné un moment près du fossé avant de repartir. Le comportement du conducteur lui avait semblé étrange. Les policiers ont alors interrogé de nouveau le mari, puisqu'il possédait un véhicule similaire. Il a expliqué que la voiture familiale était en panne et en réparation. Cette affirmation a été vérifiée sans difficulté. Les enquêteurs se sont rendus au garage et ont pu constater eux-mêmes que le véhicule était bien démonté et hors d'usage. Naturellement, son nom a été définitivement rayé de la liste des suspects après les analyses médico-légales. Le véhicule avait été saisi pour expertise et aucun indice compromettant n'y a été retrouvé. Ni trace de sang, ni signe de lutte. La voiture, de plus, n'avait pas été nettoyée. Elle était restée exactement dans l'état où l'avaient laissé les mécaniciens. Ces derniers ont confirmé que le véhicule était dans leur atelier depuis plusieurs jours et ne pouvait en sortir sans leur accord. Les vérifications ont pris du temps, mais elles n'ont rien donné. Les enquêteurs se sont ensuite concentrés sur la recherche du téléphone portable d'Aline, espérant en tirer des informations sur sa localisation ou ses derniers déplacements. Impossible toutefois de le suivre. Le téléphone semblait éteint. On a supposé que le meurtrier l'avait pris intentionnellement, soit pour effacer toute trace, soit que l'agression était liée à un vol. Alors qu'on tentait encore de comprendre le lien éventuel entre la Renault Sandero rouge, le téléphone disparu et la victime, de nouveaux témoins se sont manifestés. Un homme a affirmé avoir vu Aline à l'arrêt de bus ce matin-là. Selon lui, au moment où elle est arrivée, une voiture ressemblant à celle décrite s'est garée non loin de l'arrêt. Aline s'y serait immédiatement dirigée, serait montée dans le véhicule et repartie, sans attendre le bus. Ce détail laissant penser qu'elle connaissait la personne au volant. Quand le médecin légiste a procédé à l'autopsie, une autre hypothèse a été écartée. La jeune femme de 27 ans n'avait pas été victime d'abus sexuels. Aline avait reçu plusieurs coups violents au visage, probablement portés à main nue, ce qui avait laissé des ecchymoses sur le côté gauche de son visage. L'expert médico-légal a immédiatement remarqué que le côté droit n'était pas touché, ce qui suggérait quelque chose d'important. L'agression avait sans doute commencé pendant qu'elle était assise sur le siège passager d'une voiture et que l'assaillant se trouvait du côté conducteur. La cause de la mort a été identifiée. Elle avait été étranglée. L'étranglement avait été effectué à main nue, mais avec l'aide d'un objet externe. Des fibres ont été retrouvées sur son cou, correspondant à celles d'un vêtement. Le mari d'Aline a alors déclaré qu'elle portait souvent un foulard, qui n'avait pas été retrouvé sur les lieux du crime. Il a même montré aux enquêteurs des photos de ce foulard. Les fibres correspondraient effectivement à la couleur de l'objet, mais une analyse formelle nécessitait de retrouver le foulard, ce qui n'a jamais été possible.
Le 13 juin 2019, le mari d'Aline a été définitivement blanchi de tout soupçon. Il avait passé en tout plus de 30 heures au commissariat à répondre aux questions. Selon les statistiques, ce genre de crime est majoritairement commis par un proche, mais en l'occurrence, la thèse du féminicide conjugal ne tenait pas. Son alibi était solide. Il n'avait aucun mobile et ses éléments ont été confirmés par les témoignages, ainsi que par l'analyse de ses appels et de son ordinateur. La seule piste exploitable pour les enquêteurs restait la Renault Sandero rouge aperçue par plusieurs témoins. Une description du véhicule a été diffusée et toutes les voitures correspondant au modèle ont été mises sous surveillance. Les enquêteurs ont analysé de nombreuses vidéosurveillances à la recherche d'images du véhicule suspect. Finalement, ils ont obtenu une séquence provenant d'une caméra fixée sur la façade d'un immeuble près de l'arrêt de bus. On y voyait clairement la voiture. En suivant sa trace, ils ont découvert qu'elle avait quitté la zone de l'arrêt et parcouru environ 22 km en direction d'une zone isolée, mais à l'opposé de la prison où travaillait Aline. Les policiers ont alors décidé d'examiner de plus près l'entourage de la victime. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un véhicule correspondant exactement à la description de la Renault Sandero rouge. Il était immatriculé au nom de la compagne du père de la victime. Luis Carlos, le père d'Aline, y avait un accès libre et de nombreux témoins ont confirmé qu'il l'utilisait fréquemment. Ainsi, le père d'Aline, âgé de 48 ans, est devenu le principal suspect. On savait qu'il entretenait des relations tendues avec sa fille. Les analyses ont confirmé qu'il avait accès sans restriction à la Renault Sandero. Quelques jours plus tard, le 18 juin, la police a pu localiser Luis. L'ordre a été donné de l'interpeller et de l'interroger. Les enquêteurs ont alors opté pour une détention préventive pouvant durer indéfiniment dans le cadre d'une enquête criminelle. Lors de son interrogatoire au commissariat, Luis a cédé rapidement. Il a presque aussitôt avoué le meurtre d'Aline. Il a d'abord livré sa version des faits, enregistrée ensuite officiellement. Selon lui, il avait attaqué sa fille alors qu'il l'emmenait en voiture au travail. Il a expliqué qu'il l'avait frappée et tenté de lui couvrir la bouche pour la faire taire, puis qu'il aurait perdu le contrôle de lui-même, entrant dans un état de blackout sans se souvenir de la suite. Cependant, lors de l'interrogatoire officiel, son récit s'est étoffé de nouveaux détails. On a découvert que, depuis 3 ans, Luis n'avait plus aucun contact avec son ex-femme Irène, la mère d'Aline et de sa sœur. Le couple s'était séparé et les relations avec leurs enfants étaient devenues très tendues. Luis ne s'intéressait ni à leur vie, ni à leur avenir. En revanche, il était obsédé par une chose, le versement de la pension alimentaire pour sa fille cadette. Il cherchait depuis longtemps à en réduire le montant, sans succès. Ce matin-là, quand il a croisé Aline près de l'arrêt de bus, ce n'était pas un hasard. Il était venu exprès à l'heure où elle attendait son bus pour lui demander une faveur. Il a arrêté la voiture à proximité. Aline l'a vue, s'est approchée et il lui a proposé de la déposer à la clinique, prétextant qu'il passait justement par là. Elle a accepté, peut-être en pensant qu'il s'agissait d'un premier pas vers une possible réconciliation. Aline ne ressentait pas de haine envers son père. Au contraire, elle espérait même qu'un jour il tiendrait une place plus importante dans sa vie, surtout quand elle fonderait une famille avec son mari. D'après les déclarations de Luis, ils ont discuté de choses banales au début du trajet. Mais ce n'était qu'un stratagème pour l'amener progressivement au sujet principal qui le préoccupait. Luis voulait demander à sa fille aînée de l'aider à réduire le montant de la pension alimentaire qu'il versait pour sa fille cadette. Au départ, il prévoyait de l'emmener ailleurs, avant de revenir vers la clinique où Aline travaillait. Mais il n'a pas été capable d'expliquer clairement où il souhaitait aller, ni pourquoi cela ne pouvait pas attendre. Ce flou a renforcé la suspicion que le meurtre avait été prémédité. Luis avait garé sa voiture près du terrain vague où l'on avait retrouvé le corps. Là, il a exposé son idée. Il voulait qu'Aline serve de médiatrice entre lui et son ex-femme, dans l'espoir qu'elle l'aide à obtenir une réduction des versements. Il avait déjà tenté de négocier directement avec Irène, mais sans succès. Il espérait qu'Aline le soutiendrait dans sa démarche. Mais celle-ci a refusé catégoriquement dès le début. Elle estimait que son père avait le devoir de soutenir financièrement sa sœur et qu'il devait continuer à payer la pension. Elle a répété son refus, ne se doutant pas un seul instant du danger qu'elle courait. Ce refus a mis son père dans une rage incontrôlable. Il a perdu le contrôle et s'est jeté sur elle.
Selon la défense, il aurait agi sous le coup de la colère. Il l'a frappée au visage, puis a saisi son foulard et l'a enroulé autour de son cou jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Louis était tellement animé par la colère qu'il ne s'est pas arrêté. Même une fois sa fille inconsciente, il a continué d'appuyer et Aline a fini par mourir étouffée. Tout cela s'est déroulé loin de la clinique où travaillait la jeune femme, en périphérie de la ville, ce qui explique la difficulté qu'ont eue les enquêteurs à remonter jusqu'au coupable. Après avoir pris conscience de ce qu'il venait de faire, Louis a conduit en direction de la clinique d'Aline et a simplement jeté le corps de sa fille dans un fossé, dans le but de semer la confusion dans l'enquête. Il n'a rien fait pour l'aider. Il ne possédait aucune compétence médicale, mais surtout, il n'a même pas tenté de prévenir les secours. Il a juste abandonné le corps de sa fille comme un déchet dont il voulait se débarrasser. Fait troublant, il a même assisté aux funérailles d'Aline. Plusieurs personnes ont remarqué des larmes étranges sur son visage ce jour-là. Beaucoup pensent désormais qu'il s'agissait uniquement d'une mise en scène destinée à brouiller les pistes, car il ne semblait éprouver aucun remords véritable. La mère de la victime, Irène, a confié aux enquêteurs que son ex-mari avait toujours été un homme difficile, ce qui avait mené à leur séparation. Pourtant, même pour elle, le choc fut immense. Jamais elle n'aurait imaginé qu'ils puissent s'en prendre à leurs enfants. Elle ignorait qu'ils tenteraient de manipuler leur fille aînée et n'avait aucunement envisagé que cela pourrait mettre sa vie en danger. Irène a affirmé qu'un homme comme lui ne méritait pas d'être appelé père et a réclamé justice pour sa fille. Elle a tenu à rappeler les événements qui ont précédé le drame, leur séparation tendue, les conflits constants et l'incapacité de Louis à accepter la responsabilité qui lui incombait. Irène voulait simplement obtenir une pension alimentaire juste pour sa fille cadette. Elle ne demandait que l'application de ses droits légaux. Mais son ex-mari, Louis, avait décidé de tout lui enlever, mu par un sentiment de vengeance après leur séparation. Son initiative a immédiatement rencontré une violente opposition. Faute d'accord à l'amiable, Irène a dû saisir la justice pour réclamer une compensation et des versements mensuels obligatoires. À partir de là, Louis a multiplié les tentatives d'intimidation. Certaines étaient franchement inquiétantes. Le dernier incident, particulièrement alarmant, a eu lieu seulement 3 jours avant le meurtre d'Aline. Louis avait téléphoné à son ex-femme, la menaçant ouvertement et exigeant qu'elle retire sa plainte concernant la pension alimentaire. Irène n'a pas cédé. Alors, comme à son habitude, lorsque quelque chose lui échappait, il a explosé. Irène n'avait plus aucun contact direct avec lui, précisément pour se protéger de son agressivité. Aline, en revanche, ne l'avait jamais affronté dans cet état. Il n'avait jamais levé la main sur elle. Elle n'avait donc aucun moyen de savoir à quel point il était dangereux. Le 3 juin 2019, Louis a menacé Irène au téléphone. Il lui a déclaré qu'il ferait de sa vie un enfer si elle refusait de retirer sa plainte. Elle savait que ces paroles n'étaient pas des paroles en l'air. Durant leur mariage, il l'avait frappée à plusieurs reprises et avait fait preuve d'un comportement tyrannique. Elle avait déjà alerté la police de son comportement violent, des signalements qui, la plupart du temps, n'avaient donné aucune suite. Ce n'est qu'au moment du divorce qu'elle avait obtenu une protection tangible. Ainsi, les preuves s'étaient accumulées contre Louis. C'était un homme instable, agressif, prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Dès lors qu'il avait été question de pension alimentaire, tout avait recommencé. Les détectives devaient maintenant prouver qu'il avait bien tué sa propre fille. Mais Louis, lui, niait l'étranglement. Il reconnaissait l'avoir frappé, puis affirmait que tout le reste lui échappait. L'expertise du véhicule Renault Sandero a enfin permis d'apporter des éléments concrets. Plusieurs gouttes de sang et de minuscules projections ont été retrouvées sur le siège passager. L'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien du sang d'Aline. Cependant, ni le foulard d'Aline, ni ses objets personnels, téléphone portable, sac à main, n'ont été retrouvés. Les enquêteurs ont fouillé partout, y compris au domicile de Louis, mais il avait manifestement réussi à se débarrasser de ses preuves essentielles. Sur le corps de la victime, aucune trace ADN appartenant à son père n'a été identifiée. Il fallait donc mener un travail d'investigation approfondi pour prouver de manière irréfutable qu'il avait bien étranglé sa fille. Pendant ce temps, Louis continuait d'affirmer qu'il avait perdu connaissance dans la voiture et ne se souvenait plus de rien. L'idée qu'il y ait peut-être eu une autre personne dans le véhicule a commencé à émerger.
Les détectives ont souligné à juste titre qu'Aline avait dû se débattre pour sauver sa vie. Or, Louis n'avait aucune marque de griffure, ni aucun signe de lutte, ni sur ses mains, ni sur son visage. Cela a conduit à une nouvelle hypothèse. Il aurait pu être aidé, probablement par la femme avec laquelle il vivait au moment des faits. Lorsque les enquêteurs l'ont interrogée, elle a nié toute implication. Malgré cela, elle a été inculpée et placée en garde à vue. Un élément renforçait les soupçons, l'analyse des caméras de surveillance situées près du lieu du meurtre. On y voyait une femme ressemblant à la compagne de Louis marcher dans la rue, portant un sac à main, des vêtements et une blouse médicale identique à ceux d'Aline. L'heure enregistrée sur les images correspondait précisément au moment de l'agression. Les enquêteurs étaient convaincus que la femme filmée transportait les vêtements de la victime, disparus sans laisser de traces. Ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'une complice de Louis, qui aurait pris la fuite aussitôt après le meurtre. Malheureusement, les images des caméras de surveillance étaient de mauvaise qualité. Impossible d'identifier clairement son visage, et même la numérisation des images n'a pas aidé. Si Louis avait réellement une complice, son identité n'a jamais été établie. Quant à sa compagne officielle, elle a rapidement été relâchée, faute de preuves suffisantes. Le procès pour meurtre s'est ouvert en 2021, soit un peu plus de 2 ans après la mort d'Aline Dolny. Selon l'accusation, le mobile du crime résidait dans le conflit opposant Louis à Irène, la mère de la victime, à propos du versement de la pension alimentaire pour leur fille cadette, encore mineure. Louis voulait instrumentaliser son aîné pour peser sur son ex-femme et sur leur fille. Mais lorsque celle-ci a refusé de se rallier à lui, il aurait perdu le contrôle, l'aurait sauvagement agressée, puis tuée. À la barre, 5 témoins ont pris la parole pour évoquer le comportement violent et déséquilibré de Louis à l'époque où il vivait encore avec Irène. Parmi eux, la mère d'Aline et sa sœur cadette elle-même. L'avocat de Louis, quant à lui, a tenté de plaider des troubles mentaux, invoquant des problèmes de gestion de la colère, tout en insinuant l'existence d'un tiers non identifié pour semer le doute. L'avocat de la défense affirmait que Louis avait subi un court épisode psychotique, ce qui expliquerait pourquoi il ne se souvenait de rien. Selon lui, la liste des chefs d'accusation était disproportionnée et ne reflétait pas la véritable nature des faits. Il demandait une réduction de la peine maximale encourue, qui dépassait 30 ans de prison. Il contestait notamment la qualification de féminicide, arguant que le crime n'était pas lié au genre de la victime. De même, il soulignait que le corps n'avait pas été dissimulé. Louis l'avait simplement jeté dans un fossé. L'avocat a même tenté de remettre en question le mobile de vengeance. D'après la vision du père, cet acte était justifié et représentait une forme de punition envers sa fille pour avoir refusé de l'aider. À l'issue des audiences, Louis, âgé de 50 ans, a été reconnu coupable d'homicide aggravé sur sa fille. Le féminicide et la tentative d'abandon de cadavre figuraient également dans la liste des condamnations. Malgré tous les efforts de son avocat, il a été condamné à 30 ans, 9 mois et 22 jours de prison. Insatisfait du verdict, son avocat a immédiatement fait appel, réitérant ses arguments. Dans ce premier appel, il soulignait qu'aucune évaluation psychiatrique complète n'avait été réalisée pour son client, malgré les comportements menaçants et violents déjà signalés par le passé. Pour lui, les actes de Louis relevaient davantage d'un épisode psychotique et le prévenu aurait dû recevoir une prise en charge médicale adaptée, indispensable dans un tel cas. Pour appuyer sa demande, l'avocat de Louis a évoqué son enfance difficile, passée dans un environnement violent où il subissait régulièrement les agressions de son propre père. Mais cette argumentation n'a pas convaincu la Cour. L'appel a été rejeté. Les juges ont estimé que ces éléments n'avaient aucun poids face à la gravité des faits commis par un homme adulte qui avait tué sa propre fille. Aujourd'hui, le criminel purge toujours sa peine. De leur côté, la mère et le mari d'Aline font tout leur possible pour éviter tout allègement de la sentence. Son ex-femme l'a d'ailleurs exprimé sans détour. Elle souhaite que Louis meure derrière les barreaux. L'affaire Aline Dolny nous rappelle à quel point le danger peut parfois surgir de là où on s'y attend le moins. Aline était une jeune femme accomplie, aimée, respectée et profondément investie dans son métier comme dans sa famille. Une vie qui semblait toute tracée, promise à la réussite, jusqu'à ce que la violence
celle-là même qu'elle n'avait jamais subie ni soupçonnée, se retourne contre elle. Tuée par son propre père pour une histoire d'argent, de rancœur et de pouvoir. Un meurtre sans sens, sans mobile valable et sans retour possible. Un geste né de la haine, de la frustration et de l'incapacité à accepter la responsabilité de ses actes. Et c'est précisément cette banalité du mal, ce basculement soudain, irrationnel, irréversible, qui donne à cette affaire un caractère aussi tragique que glaçant. Justice a été rendue, mais elle ne ramènera jamais Aline. Cette affaire nous enseigne plusieurs vérités amères, mais essentielles. La violence n'est jamais loin lorsque le respect et le dialogue disparaissent. On ne le dira jamais assez. Un conflit non réglé, un ego blessé, une frustration profonde, sont des graines qui peuvent, dans le silence, faire éclore la pire des tragédies. Le danger peut venir de ceux qu'on aime ou qu'on croit connaître. Même les liens du sang ne suffisent pas à protéger de la violence ou du mal. Aline n'a pas envisagé une seconde que son père serait un danger. Et c'est sans défense qu'elle l'a suivi dans cette voiture, croyant bien faire. Ignorer les signaux est souvent le début du drame. Les menaces, les colères, les tentatives de manipulation, tout cela avait déjà été signalé. Mais minimisé, ignoré, parce que ça passe, jusqu'au jour où ça casse. Enfin, vous n'êtes jamais responsable de la violence des autres, mais vous êtes toujours responsable des limites que vous posez et des signaux que vous choisissez d'écouter ou d'ignorer. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous d'Aline. Et surtout, souvenez-vous que la violence ne devient tragédie que lorsque tout le monde détourne le regard.